Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, on se retrouve avec un Fear and Greed Index bien ancré dans la peur A21 et le market order flow en recherche d'achat. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire sous les apps de cette semaine si vous souhaitez tenter de gagner un NFT Zap Crypto. Les gagnants seront tirés au sort sur Twitch dimanche. Je vous souhaite un beau week-end, on se retrouve demain pour le dernier Zap de la semaine. Bonne vidéo zappeurs et zappeuses, c'était Zap Crypto. That they created, and they are Julian Roman. Allez, champion. Allez, champion. Allez, champion. It will be Julian Roman, Sebastian Brabec, and Gazi. It's your honor. Thank you very much. Look at this one. Thank you very much. Thank you. Cheers. C'est tout timide. Bien joué, Julien. C'est très compliqué pour le mining actuellement. C'est très compliqué. Vous allez devoir soit vous serrer la ceinture pendant plusieurs années et attendre un renouveau du mining, bien soit arrêter et vendre vos machines. On va dire les choses clairement. À l'heure actuelle, pour moi, la meilleure solution, c'est de vendre son machine. Le problème, c'est que là encore, si je vous dis ça maintenant, bon, à mon échelle, ça n'aura pas vraiment d'impact, mais si je vous dis ça maintenant, ça pourrait avoir un impact négatif sur le marché et créer une sorte de prophétie auto-réalisatrice, entre parenthèses, où tout le monde va vendre son rig en même temps, et du coup, forcément, ça va faire chuter les prix des rigs, des cartes graphiques, et voilà, et donc ça va créer la chute, si vous voulez. Donc, je vous dis pas de vendre vos machines, je dis juste que réfléchissez quand même à savoir s'il y a vraiment un avenir, après tout ce que je viens de vous dire, pour le mining. Moi, de mon point de vue, c'est très compliqué. Il y a quand même une issue possible, je vais vous l'exposer quand même. C'est, comme je l'avais dit dans certaines vidéos, avec Monsieur TK et avec Jean-Jean Labricole et avec Le Coin du Mineur et Macartronic, j'avais déjà exposé mon point de vue et je leur disais, et je pense que certains seront d'accord avec moi, que la possibilité pour que le mining soit à nouveau rentable, c'est qu'il y ait un regain d'intérêt pour les investisseurs. Et pour qu'il y ait un regain d'intérêt par les investisseurs, eh bien, c'est que le Proof of Stake soit un échec ou soit du moins défaillant sur certains points, notamment sur la partie décentralisation, sur la partie fiscale, sur la partie juridique, etc., qu'il y ait plein de points négatifs qui s'ajoutent, qui fassent que les investisseurs, qui eux créent de la valeur, rappelons-le, se disent « Ah ben tiens, j'aimerais bien revenir sur le mining en Proof of Work pour valider les transactions sur un réseau parce que ça garantit une certaine sécurité, une certaine décentralisation et surtout une certaine indépendance des États. 80 millions de dollars pour révolutionner le paiement Bitcoin. Strike sort le grand jeu, on a déjà parlé de cette société. Eh bien voilà, et quand l'éclair illumine le ciel, révolutionner le paiement auprès des professionnels en mettant en avant le Bitcoin de Lightning Network et ses frais réduits. C'est le pari de Strike qui est bien parti pour réussir. Ça, toujours pareil, c'est positif pour nous. Annoncé cette semaine pendant la conférence Bitcoin à Miami, l'API de Strike va permettre à qui veut l'utiliser de pouvoir faciliter les paiements en Bitcoin sur Lightning Network. Voilà, vous lisez tout ça si vous en avez envie. C'est bon signe, c'est bien, c'est des bonnes annonces. Voilà, moi je leur fais pas de pub, j'ai pas de pub à leur faire, alors je vous donne juste les annonces. Si ça vous plaît, vous allez creuser. Qu'est-ce que vous voulez savoir de moi? Bah juste, est-ce que vous connaissez, est-ce que ça vous parle les crypto-monnaies? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Oui, la crypto-monnaie, c'est une monnaie, qui n'existe pas en fait. C'est une monnaie d'internet, ou je sais pas comment expliquer ça. C'est une monnaie virtuelle, sur lesquelles les gens spéculent, avec lesquelles les gens font de l'argent ou ne font pas de l'argent. D'accord. Bon, c'est vrai que nous, en tant qu'anciens, on assimile ça un peu, je sais pas moi. Ça me paraît quand même bizarre parce qu'on nous, quand on a de l'argent, on a de l'argent dans la poche, quoi, je veux dire. Ça, c'est des trucs, c'est virtuel, on ne sait jamais si on a vraiment de l'argent ou pas. Ça peut varier du simple au double, ne plus rien valoir le lendemain. Après, voilà, il y a les jeunes, ils sont capables de prendre des risques comme ça. Moi, je sais que personnellement, avec mes cheveux blancs, je pense pas que je prendrais des risques là-dedans. Ouais. Mettre de l'argent là-dedans, il y en a qui prennent des risques, ils mettent en péril leur famille, ils mettent en péril leur vie, parce que
Il y a même des gens, j'avais vu, je crois qu'il y en a une qui a complètement capoté là. Luna, un truc comme ça. Ouais, ah bah vous suivez quand Voilà, même, vous Luna. suivez bien. Hein. Ouais, Vous parce que connaissez j'ai les détails. entendu. Ça fait un mois là, plus ou Mais moins. c'est un truc de fou ça alors. Ah ouais. Je sais parce que mon fils il avait pour 100 € et le lendemain il avait 0. Ah ouais. Et il m'a dit, il croyait qu'il allait être milliardaire avec ses et ça va se passer pareil avec des bitcoins, avec les machins. Ouh là là. Avec les bitcoins, ça va se passer pareil. Hein. C'est bon? Accroche-le. Ouais, là, il faut accrocher. Ouais, ça va se passer pareil. Hein. Hop, allez, oh. Là, on est en train de vivre un événement classique de Marseille. Ça, c'est la base. C'est le Mistral. Ouais, c'est le Mistral. Non, mais c'est voilà, pour en revenir à la crypto-monnaie, moi je vous dis, c'est vrai que les gens je pense qu'ils sont capables de pouvoir perdre beaucoup d'argent, ils peuvent risquer. Mais les gens qui sont justes, restez tranquilles quoi. Ouais. Soyez intelligents, voilà, je veux dire, la valeur travail, elle a encore son mérite. Sur le côté de madame. Voilà. Là, je pense que c'est plus assimilé à des influenceurs. Ça, Ouais. ça c'est voilà, c'est des métiers feu de paille. Ça existe aujourd'hui, ça n'existera pas ça n'existera plus dans 5 ans. Voilà. Le Bitcoin, c'est pareil, je pense. Voilà. Après, moi, c'est mon avis. Hein. Je sais que moi, je risquerai pas ma vie là-dessus. Après, chacun ce qu'il a envie de faire. Hein. Bah, merci beaucoup, Voilà, c'est merci à vous. intéressant. Voilà, ben oui. Bonne journée. Également. Ok, ensuite, du coup, ah oui, là on va parler du PSAN aujourd'hui. En gros, il y a l'AMF qui a retiré, alors hop, l'enregistrement PSAN de la société française BKEP, ex-Kerplek. En gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, ils ont eu un problème. Voilà, il y a les infos ici. Les informations collectées par la CPR lors des investigations de sa mission de contrôle et transmises à l'AMF démontraient notamment des opérations effectuées au débit alors oui, je me rappelle, j'abusais de portefeuilles de clients sans leur consentement. Bref, en gros, ils bougeaient des liquidités sans prévenir leurs clients. C'est comme si vous avez 100 balles sur Binance et on vous les prend, on les déplace. Bref, c'est pas très propre. Donc du coup, ils se sont fait dégager. Donc en gros, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire. C'est la première fois. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit PSAN n'est pas égal à intouchable. Du coup, faites attention. C'est pas parce qu'en fait vous allez rentrer dans une société, donc par exemple avec un exchange qui est PSAN. En plus, il y en a 6 nouveaux qui ont été acceptés ce mois-ci, que derrière automatiquement vous êtes en sécurité. Donc vraiment, faites attention à vous. Bon, vas-y, on va terminer par le Brésil qui te tient à cœur. C'est une néobanque qui est assez jeune au Brésil, qui s'appelle Nubank. 1 800 000 utilisateurs au Brésil. Néobanque qui a quand même une capitalisation boursière de plus de 50 milliards de dollars, c'est pas rien. Ah, quand même. Et il y a la carte que tu es en train de montrer. Et on voit à quel point l'Europe, donc plus c'est rouge, plus c'est adopté. Et on voit que l'Europe, elle a du retard. C'est dû aux régulations et le marché européen. Les Européens qui sont en train de mettre en place des régulations qui sont hyper cancer pour le développement des entreprises dans le domaine de la crypto-monnaie. Comment tu veux qu'on se développe dans l'Europe? Alors que dans le monde entier, c'est permissif. Chez nous, on n'est pas permissif. C'est de la logique. Quand tu as des régulations, des règles en place qui te contraignent et qui t'empêchent de te développer, tu peux pas te développer, tu vas ailleurs. Et je suis certain qu'on a beaucoup de cerveaux qui auraient pu faire des belles entreprises en France, en Europe, qui sont aujourd'hui aux États-Unis, qui sont aux États-Unis, qui sont en Asie. Je connais, on a des gens dans notre entourage, qui se barrent ailleurs, donc. À bientôt le Café du Coin qui se retrouvera au Nicaragua. Au Nicaraguana. Voilà. Donc ils ont leur plateforme de crypto-monnaie maintenant de trading Easy Invest. C'est un truc qui va être acheté par Binance pour taper l'Amérique latine ou pas? Ça va être un peu comme Wazirix. Tant qu'il n'y a pas de problème, Binance sera dans les parages, mais dès qu'il y a un problème, Binance disparaît. Vous avez une directrice de banque centrale américaine qui est plutôt en faveur c'est un membre du Discord qui m'a partagé ça. Bitcoin objectif au cours de 100 000 $, si la Fed commence à imprimer des billets. Moi, c'est mon narratif, pour le coup, c'est passé il y a 1 heure. Et il y a plutôt des personnes qui sont bullish par rapport à Cynthia Lumine, c'est connu depuis, sénatrice américaine, longtemps pour être partisane du Bitcoin, donc plutôt crypto-friendly. Elle a parfaitement raison. Si on commence à repartir à la planche à billets, je pense que le premier à en bénéficier, c'est pas les marchés traditionnels, c'est plutôt les marchés crypto. Voilà, je pense qu'on aura et je le redis, je pense que j'ai le même discours depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quand les marchés vont repartir, les cryptos vont repartir plus vite, plus fort. Tout simplement. Il faudra juste être prêt. Je voulais maintenant vous parler de Rostin B. Benham. Est-ce que vous connaissez? Je pense qu'il y a peu de personnes qui le connaissent. On connaît bien le chef de la SEC, de l'autorité de marché financier, c'est Gary Gensler. Et l'autre autorité qui est censée superviser les crypto-monnaies, c'est la CFTC. Et à la tête de la CFTC, on a Rostin Benham. Et c'est lui qui vient de faire une déclaration sur le fait que Bitcoin pourrait doubler
le prix du Bitcoin pourrait doubler grâce à la régulation. Il dit si on est dans un marché régulé par la SEC, un marché du Bitcoin régulé par la SEC, alors le prix du Bitcoin pourrait doubler. Parce qu'en fait, selon lui, il y a plein d'investisseurs qui attendent tout ça, qui attendent d'avoir une régulation claire vis-à-vis du Bitcoin, vis-à-vis des crypto-monnaies pour pouvoir arriver. Donc, et je pense qu'effectivement, c'est le cas. S'il y a quelque chose qui est clairement défini, une régulation aux États-Unis, on parle bien sûr ici des investisseurs US, mais on va dire c'est ce qui tire pas mal le marché pendant les hausses. Je pense effectivement que si la régulation est là, il y a plein d'investisseurs qui pourront enfin se lancer parce qu'il y aura un cadre qui est clair sur le sujet, alors qu'actuellement certaines choses sont floues. La CFTC et la SEC sont en train d'essayer de se partager le gâteau au niveau des crypto-monnaies, de qui régule quoi. Et il y a une régulation en cours qui est en train d'être préparée, qui devrait être votée pour mieux clarifier les choses. Le point global psychologique des marchés, en un mot, c'est absolument catastrophique. Pourquoi c'est catastrophique? Parce que on va avoir une statistique très importante aujourd'hui à 9h GMT. C'est la première estimation de l'inflation en zone euro en septembre. Alors on a le consensus Reuters qui tape sur 9,7%. Énorme, hein, parce qu'il y a 2 chiffres sur un an, après une hausse de 9,1 en août, donc l'inflation continue à progresser. Pour ça, ils ont une bille, parce qu'on a une mauvaise... Pardon, excusez-moi, je m'étouffe avec une certaine dignité. Pardon. On a eu des mauvaises nouvelles qui s'accumulent, notamment hier, ce qui explique cette vague de baisse aussi en Europe. On a eu les chiffres mensuels des prix à la consommation en Allemagne. En Allemagne, je ne parle pas de la zone euro, là en Allemagne, et la progression a été beaucoup plus forte que prévu. Elle est sur un an glissant de 10,9%. Inflation en Allemagne sur un an glissant de 10,9%. C'est le niveau le plus élevé depuis 1996, quasiment après la chute du mur de Berlin. Donc c'est pour vous montrer vraiment l'importance des moments que nous vivons. Donc hier, on a vu que l'inflation en Allemagne pas géniale, et là, on a la statistique pour l'ensemble de l'Union européenne. Donc si l'Allemagne c'était pas bon, on va voir, ça risque de pas être très bon. La seule chose qu'on va pouvoir voir, c'est est-ce que c'est déjà intégré ou pas dans les cours. Alors ça, c'était la première nouvelle pas terrible. La deuxième nouvelle pas terrible, c'était le PIB américain, le GDP comme on l'appelle là-bas. Eh bien, grosso modo, là aussi, il est en négatif pour le deuxième trimestre consécutif. Donc si on prend les règles économiques qu'on a appris à l'école, techniquement, les USA sont en récession. On peut dire ce qu'on veut, on peut le retourner comme on a envie, mais techniquement, les USA sont donc en récession. On va pas se le cacher. Alors on sait, on a déjà discuté du sujet, hein, Monsieur Biden et Madame Yellen sont pas vraiment d'accord sur la définition du mot récession, mais enfin peu importe. On va dire que certains pensent que nous sommes en récession, et on va dire que d'autres pensent qu'on y sera bientôt. Entre deux, il n'y a pas vraiment d'alternative, parce que ceux qui pensent qu'on va y échapper et que ça va être super bien, et puis qu'il y aura des feux d'artifice à la fin de l'année, eh bien ils sont de moins en moins nombreux, pour ne pas dire quasiment inexistants dans le marché aujourd'hui. La peur est bien présente et le mot récession est à nouveau partout. Donc le petit soutien, le petit répit qu'on a eu durant la séance de mercredi, pour l'instant, il est bien effacé. Sinon, ça, je pense que c'est de loin le chart le plus important de la semaine. Vous voyez ce qui s'est passé cette nuit. On a le BTC euro et le BTC GBP, donc le pound le sterling, et voilà ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire que les gens, les investisseurs, ont switché de l'euro vers le Bitcoin et du pound vers le Bitcoin quand ils ont vu le marché obligataire s'effondrer. Et donc le pound s'effondrait aussi. Hein. Enfin, faut noter quand même clairement que pour le moment l'euro s'effondre. Enfin, je veux dire, il a remonté brièvement. Enfin, il est descendu à 0,95. C'est des niveaux qu'on n'a pas vus depuis 20 ans. Minimum, vous voyez, minimum. Donc, c'était 2002, je crois, ouais. Et finalement, le sterling, c'est encore pire. Enfin, je veux dire, la livre sterling, c'est encore pire. Et donc, les gens commencent à se réfugier dans les cryptos quand il y a des cracks comme ça. Et pour moi, c'est un signe absolument
franchement, c'est super intéressant parce que c'est que le début là. Enfin, je veux dire, ce qui s'est passé cette nuit, c'est hier sur le marché du obligataire UK, c'est que le début. Je veux dire, tous les marchés obligataires de la planète sont dans la même situation. Et donc toutes les monnaies sont en train de s'effondrer à part le dollar. C'est pour ça qu'on a le dollar index qui est en train d'exploser. Et donc on voit que finalement les cryptos sont bien une monnaie, une valeur refuge. Et là on en a la preuve, clairement. Donc moi on sort le popcorn, on sort le popcorn, on va voir ce qui va se passer parce que je pense qu'on est au tout début du truc quoi. On a d'autres petites choses très intéressantes. L'Allemagne, face à l'inflation, je l'ai tweeté encore ce matin me semble-t-il, débloque 200 milliards d'euros pour plafonner les prix du gaz et de l'électricité. Ils sont directement impactés par rapport à Nord Stream 1 et Nord Stream 2 vis-à-vis du conflit géopolitique en Ukraine et ils déclenchent 200 milliards d'euros, donc c'est une dette qu'ils lèvent sur les marchés. Ça représente 10 millions de bitcoins. Ça représente la moitié de la valorisation de bitcoin. 10 millions de bitcoins qui ont, en un claquement de doigts, qui ont été décidés par le gouvernement allemand. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? En réalité, c'est nécessaire. S'ils ne le font pas, c'est potentiellement un risque systémique pour l'ensemble de la planète. Je rappelle aussi que l'Allemagne est un partenaire commercial très fort des Américains. Donc si on veut que nos actions technologiques, Wall Street et que les États-Unis se portent plutôt bien, on veut que l'Allemagne se porte plutôt bien et indirectement l'Europe se porte plutôt bien. Donc c'est tout simplement nécessaire. Ça reste de la dette levée, donc c'est de l'impôt futur, notamment pour le peuple allemand et probablement pour le peuple européen. Sur le dollar index qui se mange une petite bougie rouge, pas encore de signe de top ici. Faudrait qu'une nouvelle divergence baissière se forme, ce qui n'est pas encore le cas. Faudrait que le momentum vienne clôturer sous ce seuil. Pour l'instant, c'est pas le cas. Faudrait aussi au moins instaurer des patterns de retournement baissière. Donc semaine prochaine, ça pourrait se former, qu'ensuite on ait des rebonds et qu'on casse cette dynamique parabolique et qu'on ait des débuts de M-top. Vous voyez, il y a vraiment du chemin avant d'avoir un top sur ce marché. Pour l'instant, c'est pas le cas. Les indices qui sont en train de jouer au suspense de l'extrême au niveau des AT lows de l'année, donc year time low, donc les lows de l'année, donc les plus bas. On est vraiment tendu du slip à ce niveau-là et c'est un petit peu compliqué. Au niveau du Nasdaq, on est aussi venu taquiner. Vous voyez, le Nasdaq, par contre, hier, on est remonté. On est toujours ici dans des extrêmes. Donc, en général, les lots comme ça ne cassent pas du premier coup. En général, en pratique, c'est autre chose. En général, on va faire un petit peu de consolidation dans la zone, peut-être quelque chose comme ça, et ensuite y aller. Parce qu'évidemment, moi le premier, j'ai envie qu'un bon coup, on annule le suspense et qu'on aille vers le bas. Mais c'est probablement pas le cadeau qui nous sera fait, parce qu'il y a deux possibilités ici. Il y a les gens qui deviennent bearish et qui veulent être bearish sur les résistants, sur les supports, pardon, et du coup empêchent le prix d'aller beaucoup plus bas. Les gens qui attendent le breakout pour se jeter dessus, et donc ça s'excite un peu plus dans ces points extrêmes. Donc voilà, pour vous dire, c'est que autant le graphique est dégueulasse, autant il y a de fortes chances qu'on casse, autant il n'y a pas de certitude que ça soit aujourd'hui ou demain. Mais j'aimerais bien que ça soit aujourd'hui ou demain. Donc en général, voilà, dans ces ranges extrêmes, sur du long terme, c'est rare que ça casse du premier coup. On pourrait très bien faire quelque chose comme ça. Je pense pas, mais on pourrait très bien faire quelque chose comme ça. Concernant maintenant le Bitcoin, je vous rappelle qu'il peut entraîner l'ensemble des crypto-monnaies à la hausse comme à la baisse. On va commencer directement par cette vue mensuelle. On voit également, comme sur le S&P 500, comme sur le Nasdaq, tout simplement qu'on est sur bande basse de Bollinger et que par conséquent, pour le moment, c'est le niveau de rebond potentiellement, le niveau des 19 000 $. Selon moi, il faudrait peut-être une dernière frayeur, un petit dernier dip pour mieux repartir et mieux rebondir. Mais en tout cas, pour le moment, on est plutôt latéral. Concernant la vue hebdomadaire maintenant, on le voit, on a toujours cette épaule qui nous guette et qui nous dit la chose suivante, si on doit casser les 18 500 $, ça pourrait nous emporter pour aller chercher les 15 000 voire les 14 000 $. Moi, c'est ce que j'attends personnellement sur les marchés, c'est vraiment ce dernier dip, cette dernière frayeur pour potentiellement recharger sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies, parce que je pense qu'il faudrait une dernière frayeur, un dernier panic sell des investisseurs pour effectivement acheter à bon prix. Si on pouvait avoir du Bitcoin à 15 000 $, je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup de monde pour pouvoir l'acheter, d'autant que on le voit en vue hebdomadaire, ça correspond à la bande basse de Bollinger, 15 500 $ environ, ça serait à mon avis le vrai niveau à surveiller. Alors, on va quand même jeter un coup d'œil parce qu'on ne l'a pas fait lundi à Ichimoku. On a vu 2-3 indicateurs, mais on n'a pas vu Ichimoku. Donc, en weekly, on est toujours bloqué par la Tenkan. Je vous rappelle, la Tenkan, on l'a cassée en novembre 2021, donc ça fait pratiquement un an. À un mois près, ça fait un an.
Et depuis, elle bloque les prix. Alors là, on a fait un fake out, vous voyez une grosse bougie haussière, mais directement réintégrée. Et ensuite, elle continue à faire résistance. Petit fake out, résistance. La dernière hausse qu'on a eue aux 23 000 $, hop, on a fait une petite mèche, mais on n'a pas réussi à clôturer. On a été rejeté directement. Donc voilà. Donc pareil, au niveau des Shimoku, une clôture au-dessus des, on va arrondir à 22 000 $. Une clôture weekly, et là on est en weekly. Ce serait bullish, et l'objectif, ce serait d'aller rejoindre du coup la Kijun. La Kijun qui se trouve actuellement aux 32 200 $, et vous pouvez voir qu'elle a enfin commencé à descendre. Il y a de l'intérêt à aller en bas, il y a de l'intérêt à aller en haut. Ça dépendra de la psychologie de marché, ça dépendra encore une fois de où se place les liquidités, et ça dépendra de où est-ce que le marché a intérêt d'aller pour faire souffrir la majorité. Voilà, c'est tout, ça tient qu'à ça. Alors, on arrive là au contact de la trendline long terme. Ce qui est sûr, c'est que là, il va y avoir décision. Il va y avoir décision parce que, alors, semaine prochaine ou semaine d'après, mais on arrive au contact de cette grande trendline long terme, weekly, même monthly, je crois. Regarde, si je passe en monthly, oui, voilà. Contact trendline monthly, donc là, ça va décider. Ça va décider comment? À la hausse ou à la baisse. Donc, on est vraiment sur ce point. Moi, je pense qu'on est en train de faire une accumulation. Je pense que la zone là qu'on travaille depuis un certain moment sert d'accumulation plutôt que de redistribution. Je pense pas que là, regarde les volumes. D'ailleurs, j'en parle souvent sur Twitter, mais là, je t'en parle pas assez souvent. Regarde les volumes sur Binance, ok, en weekly. On est sur des volumes croissants. Alors, ça peut être aussi des gros volumes de redistribution. Hein. C'est-à-dire que là, on est en train de manipuler la majorité en lui faisant croire que ça va repartir, mais en fait, tous ces volumes sont des volumes qui servent à redistribuer les billes, quoi, pour faire chuter le marché et ensuite racheter plus bas. Après une chute de X%, après un environnement macroéconomique qui va pas bien, avec un FUD qui est en ce moment, je vois pas comment ici on peut utiliser cette zone pour redistribuer. Je vois plus une zone pour accumuler. Alors, bon, on va enlever les volumes, je voulais te le montrer. Regarde-moi ces volumes en weekly, même en daily, on le voit. Il y a une activité là, il est en train de se passer quelque chose. Après, à toi de voir si selon toi il se passe quelque chose pour redistribuer, ou est-ce qu'il se passe quelque chose pour accumuler. Voilà, c'est tout. C'est compliqué, même moi je suis rentré en position ici, là j'ai partagé tout ça dans les vidéos précédentes, en le faisant je suis quand même pas serein quoi, donc c'est un très bon indicateur pour moi, pour dire qu'en fait oui c'est une réaccumulation, parce que j'ai ce sentiment ici de je suis pas serein de re-rentrer, comme j'avais ce sentiment ici sur la montée de je suis pas serein de prendre profit. Quand je prenais profit sur la montée ici, sur cette console j'ai pris quelques profits, ici j'ai pris des profits, ici je crois que j'avais repris quelques profits, bon ici je m'étais re-engagé à tort. Mais quand je prenais des profits, ce que je veux te dire, c'est que je regrettais presque d'en prendre. Du style, ça me faisait mal au ventre, comme ça me fait un peu mal au ventre ici d'acheter. Ici, de vendre, j'avais mal au ventre. Donc c'était bon, t'as compris ce que je veux dire. On revient sur Twitter avec Glassnode qui nous parle des mineurs, très intéressant. Il y a ça, le chart des mineurs qui est complètement en chute libre. Là, vous voyez qu'on a les mineurs qui sont carrément dans le rouge. En fait, ils perdent de l'argent. Pourquoi? Parce que à chaque BTC miné, ils vont dépenser énormément en matériel, en électricité, etc. Et ce qui est dit ici, c'est que voilà, il y a environ 8K BTC par mois qui est dépensé pour juste couvrir les coûts libellés en USD. C'est assez fou et c'est intéressant parce que c'est souvent en fait durant ce genre de phase. Alors là, c'est dommage qu'on n'a pas plus de recul, mais je peux le voir sur Glassnode où en gros on regarde où ont été les mineurs aussi en 2018. Et si vous regardez bien, vous voyez que les mineurs étaient aussi un peu dans le rouge par rapport à ces phases-là, parce que ces phases assez compliquées pour eux, parce que le prix du BTC n'est pas assez haut en fait pour qui commence à être rentable, donc petit à petit ça débranche et du coup ça devient plus rentable pour les mineurs et du coup automatiquement ça s'ajuste de cette façon là. Allez, news suivante. Warner Music s'associe à OpenSea pour créer des communautés de fans. En effet, Warner Music explique dans son communiqué que le Web3 est pour les artistes une opportunité. Je suis bien d'accord avec eux. Le partenariat avec OpenSea permettra donc à la société d'explorer les technologies. Au départ, quelques artistes sélectionnés pourront prendre part à ce nouveau projet afin de construire et étendre leur communauté de fans dans le Web3. La première collection de tokens non fongibles, donc les NFT, sera développée par Warner Records UK, donc Angleterre, en collaboration avec la société Probably Nothing. On ne sait pas encore quels artistes en particulier seront sélectionnés, mais voilà, en gros, Warner Music qui se met à fond du coup dans le Web3, très très bonne nouvelle également, et OpenSea qui continue à l'idée plein d'initiatives, plein de choses, qui reste le gros géant du Web3 actuellement. Beaucoup de nouvelles plateformes naissent aujourd'hui avec toujours de nouvelles propositions de valeur. Et même si aucun modèle n'est encore stabilisé, plusieurs acteurs font vraiment office de pionniers dans ce nouvel écosystème pour détrôner leurs concurrents Web 2.0. Plus d'une centaine ont vu le jour.
Passons en revue quelques-uns des projets les plus ambitieux. Petit disclaimer cependant, nous ne recommandons en aucun cas d'investir dans ces projets. Investir dans ces cryptos présente de gros risques, alors faites vos propres recherches et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Lens Protocol. Lens Protocol veut décentraliser les réseaux sociaux. Pour comprendre le fonctionnement actuel, il faut savoir que les réseaux sociaux tels qu'Instagram ou Facebook utilisent ce qu'on appelle un graphe social qui cartographie les relations et le contenu avec lesquels l'utilisateur interagit. Ce graphe fournit un retour d'informations vitales pour les plateformes qui veulent mieux connaître et cibler leurs utilisateurs à des fins publicitaires. Lens Protocol propose 2 choses centrales. Le droit pour chaque personne d'avoir la propriété de son graphe social et la possibilité pour chaque porteur de projet de venir se brancher sur son infrastructure et créer son propre réseau social. Il faut alors imaginer un écosystème où de nouveaux Facebook, Twitter ou LinkedIn sont construits sur le même protocole, où toutes les données sont interopérables et les parties prenantes du système détiennent les données. Veracity. Veracity est une plateforme de streaming vidéo nouvelle génération reposant sur la blockchain. L'équipe a développé une technologie brevetée de Proof of View ou preuve de visionnage pour lutter contre la fraude publicitaire et les fausses vues. Depuis plus d'1 an, le projet a pris le virage de l'e-sport et du gaming et propose également des kits de développement à destination des créateurs pour intégrer leurs vidéos YouTube ou Twitch à la plateforme veracity.tv. Le fonctionnement de la plateforme aujourd'hui fait que les créateurs sont récompensés directement par les spectateurs sous forme de dons ou de paiements pour débloquer des vidéos ou d'abonnements. Et si les spectateurs choisissent de regarder des publicités, ils gagnent aussi et sont payés directement par les annonceurs. Enfin, le VRA est le token utilisé comme moyen d'échange dans cet écosystème. Theta. Theta veut révolutionner le monde du streaming en créant une blockchain permettant aux développeurs de construire des applications décentralisées sur son réseau. Le projet veut répondre à plusieurs défis du monde du streaming traditionnel, à savoir permettre aux utilisateurs de partager leur puissance informatique et leur bande passante pour assurer une diffusion gratuite et ultra rapide du contenu. Le protocole fonctionne avec 2 jetons. Le premier, Theta, est un jeton de gouvernance qui permet de prendre part aux décisions du réseau. Le second, T-Fuel, est le jeton opérationnel qui est gagné par les créateurs qui partagent leur contenu. Audius. Audius est une plateforme décentralisée de streaming musical et a pour objectif principal de permettre aux artistes d'avoir un meilleur contrôle sur leur création. Audius connecte les fans directement aux artistes qui ont la propriété de leur musique et qui décident comment la monétiser. Le revenu de cette monétisation se fait grâce à un jeton Audius à hauteur de 90%, les 10% restant revenant au nœud du réseau qui stocke et sécurise les données. Mais toutes ces solutions rencontrent un enjeu de taille, l'adoption. Eh bien oui, car après tout, quelle valeur aurait une plateforme sans un nombre élevé d'utilisateurs ? Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.